Aaron Ralston. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu son nom et surtout son histoire. Un passionné d'escalade qui est resté bloqué plusieurs jours dans un canyon, le bras écrasé par un rocher. À l'époque, c'était passé dans de très nombreux journaux télévisés partout dans le monde, et pour cause, si elle fut adaptée en film, c'est que l'histoire en elle-même est incroyable. En revanche, un certain aspect de cette histoire reste assez méconnu de la plupart des gens. En effet, durant son séjour dans ce canyon, Aaron a filmé une sorte de journal vidéo documentant cette épreuve qui a failli lui coûter la vie. Certains fragments de ce journal vidéo peuvent aujourd'hui être retrouvés très facilement sur internet, mais la majeure partie des enregistrements d'Aaron est aujourd'hui indisponible au public, étant entré dans l'univers vaste et fascinant des Lost Media qui obsèdent le net depuis toujours. Laissez-moi donc vous faire découvrir ou redécouvrir l'insoutenable histoire d'Aaron Ralston et de son mystérieux journal vidéo. Le vendredi 25 avril 2003, Aaron Ralston arrive au parc national des Canyonlands dans l'état américain de l'Utah. Il est important de noter qu'il n'a prévenu absolument personne de son escapade, la voyant comme une simple petite balade du dimanche. Il explore une première fois quelques ravins, puis retourne dans sa voiture afin d'y dormir pour pouvoir commencer sa sortie dès le lendemain matin. Le samedi 26 avril, Aaron prend son vélo et se met en route vers un des canyons qu'il a prévu d'explorer, le Blue John Canyon, en embarquant juste assez de vivres pour tenir quelques heures. 2 burritos, quelques friandises ainsi que 60 centilitres d'eau. Niveau équipement, il emmène en plus de son équipement d'escalade habituel un couteau suisse bon marché possédant plusieurs lames ainsi qu'une lime, 2 caméras pour filmer sa sortie comme à son habitude, son Walkman, une lampe frontale et sa montre. Une fois arrivé à l'ouverture du canyon, il laisse donc son vélo et continue son excursion à pied. L'incident survient quelques heures plus tard. Alors qu'il descend dans un canyon en fente d'environ 30 mètres de profondeur pour seulement 1 mètre de largeur, Aaron se suspend à un rocher en apparence bloqué pour continuer sa descente. Malheureusement, le rocher se disloque soudainement à cause du poids d'Aaron et entraîne ce dernier dans sa chute. Étant déjà quasiment au fond du ravin, Aaron ne chute que de 60 cm, mais décide par réflexe de mettre ses mains devant lui pour tenter de protéger sa tête du rocher. C'est ce mouvement-là qui permettra par pure malchance au rocher d'écraser et de bloquer complètement le bras droit d'Aaron contre une des parois du canyon. Une extrême douleur se fait naturellement sentir, mais cette dernière disparaît rapidement pour laisser place à la panique. Aaron tente désespérément de retirer son bras droit pendant une bonne heure et vide un bon tiers de sa bouteille d'eau à cause de la transpiration engendrée par son stress. Suite à cela, il réalise très vite qu'il ne possède aucun moyen d'appeler à l'aide, se trouvant à 30 mètres sous la surface du sol et à 32 km de la route la plus proche. S'attendant à ce que plusieurs jours ne passent avant que sa disparition ne soit signalée, Aaron choisit de se concentrer sur sa propre survie et sur trouver un moyen de se libérer lui-même. Il évalue alors sa situation et en déduit 3 options. Une première solution serait de se servir de son couteau suisse pour tailler dans le rocher afin de libérer suffisamment de place pour dégager son bras. Il décide donc de s'atteler à cette tâche durant toute l'après-midi et une bonne partie de la nuit, mais se rend compte après une quinzaine d'heures qu'il lui serait impossible de tailler suffisamment de roches pour libérer son bras. Il devait donc trouver une autre solution, et vite, sachant qu'il allait très rapidement manquer d'eau et de nourriture. Le dimanche 27 avril, Aaron commence déjà à manquer d'eau et de nourriture. Il ne sent déjà plus du tout son bras droit, et en déduit que les tissus nerveux de ce dernier doivent être déjà morts. Il décide de passer à cette deuxième option pour se libérer, trouver un moyen de soulever le rocher. Il utilise ses compétences et connaissances d'ingénieur pour mettre en place un système de poulies avec sa corde, ses mousquetons et son harnais, lui permettant potentiellement de soulever le rocher. Mais Aaron ne possédait qu'un bras et son propre poids, et face à ce rocher de plus de 300 kg, il abandonne cette idée après plusieurs essais infructueux. À partir de ce point-là, Aaron commence à subir les effets de la déshydratation, son corps ayant de plus en plus de mal à réguler sa propre température. Le risque d'hypothermie augmente alors drastiquement, surtout pour quelqu'un n'étant vêtu que d'un short et d'un t-shirt à manches courtes, 24 heures sur 24, y compris pendant la nuit. Et alors que sa santé physique se détériore, Aaron commence à perdre espoir.
Il décide de se mettre à enregistrer une sorte de journal vidéo au fil de son calvaire, pour que quelqu'un puisse transmettre son histoire et ses messages à ses proches, au cas où il ne survivrait pas. Je parlerai plus en détail de ces fameux enregistrements un peu plus tard dans la vidéo. Une fois avoir enregistré ses premiers messages donc, Aaron se rend compte qu'il va probablement devoir se rabattre sur sa troisième et dernière option, la moins plaisante mais la plus radicale de toutes, se trancher purement et simplement le bras droit. Le lundi 28 avril, Aaron commence à subir après sa deuxième nuit blanche les effets du manque de sommeil. Il hallucine assez souvent et entre dans des transes l'emmenant dans des lieux comme un salon ou un hôpital. Ces visions le soulagent un peu de sa solitude, le faisant d'une certaine manière sortir du canyon pour le connecter au monde extérieur, malgré la facticité de cette connexion. Il se met à fantasmer aussi sur de nombreux types de nourriture et de boissons lui faisant désespérément envie, et commence à stocker son urine, prévoyant le fait qu'il allait être contraint de la boire à un moment ou un autre. Il commence à réfléchir à ce qu'il se passerait s'il tranchait pour de bon son bras, et en déduit qu'il allait être impossible pour lui d'escalader avec un seul bras pour s'extirper du canyon, surtout en prenant en compte la déshydratation et l'hémorragie résultante de son auto-amputation. Il pense mourir à coup sûr en essayant une telle chose, mais cette dernière étant sa seule solution, il choisit de tenter le coup. Il s'empare alors de son couteau suisse, mais ne parvient pas à percer sa peau ni à saigner, même en testant plusieurs lames. Le mardi 29 avril, après une nouvelle nuit blanche remplie d'angoisse, il ne lui reste officiellement plus rien à manger ni à boire, à part son urine. Il se reprend tout de même en main et tente à nouveau de trancher son bras, cette fois-ci en effectuant un autre mouvement. Plutôt que d'essayer de le scier avec son couteau bon marché, il enfonce ce dernier dans son bras par la pointe, perçant donc sa peau avec succès, avant de réaliser qu'il ne pourra jamais trancher à travers l'os avec un couteau pareil. Il abandonne donc momentanément cette idée. Étant donné qu'il est censé être à son travail aujourd'hui, il sait qu'il sera déclaré disparu dès le lendemain. Cependant, de nombreux scénarios macabres commencèrent à se jouer dans sa tête, tels que la possibilité d'une crue subite dans le canyon, qui pourrait être créée par la moindre chute de pluie et qui pourrait envoyer des tas de débris d'arbres et de rochers directement vers lui. Il espère tout de même quelque part que ce scénario se produise, ne serait-ce que pour avoir un peu d'eau à boire. Il commence également à avoir des pensées suicidaires, désirant en finir lui-même avec sa situation si misérable. Lorsque la nuit tombe une nouvelle fois, il espère tout de même être en vie le lendemain pour quand le soleil se lèvera. Il vient de passer 90 heures sans sommeil et avec extrêmement peu de nourriture, ainsi qu'une journée entière sans eau. Il sait qu'il est en train de mourir à petit feu. Le mercredi 30 avril, le moral d'Aaron est au plus bas. C'est la deuxième journée qu'il passe sans la moindre goutte d'eau, il se rapproche dangereusement de l'hypothermie et a perdu 20 kilos. Il passe sa journée à rêvasser sur sa vie et continue d'halluciner. Certaines de ses visions sont emplies de désespoir, mais d'autres beaucoup moins, comme une fois où il raconte avoir vu un petit garçon de 3 ans aux cheveux blonds courir dans un salon, avant de venir dans ses bras. Il croit au premier abord à la nature prémonitoire de cette vision, identifiant ce petit garçon comme son futur fils, mais la possibilité qu'il meure dans ce lieu lui revient ensuite en tête, plus forte que jamais. Et alors que le soleil se couche, Aaron est certain qu'il ne verra plus jamais le jour se lever. Cette nuit-là, il taille dans une paroi du canyon son épitaphe, avec son nom, son mois de naissance et son potentiel mois de mort. Il enregistre ensuite le tout dernier message à ses proches, révélant son désir d'être incinéré, l'endroit où il veut que ses cendres soient répandues, et récite son testament. Mais le jeudi 1er mai, contre toute attente, Aaron est en vie alors que le jour se lève. Il est en revanche encore plus certain maintenant qu'il ne tiendra pas comme ça jusqu'au lendemain. Ne possédant plus une seule goutte d'eau depuis plus de 48 heures, il est contraint de boire son urine. Alors qu'il se remet à tailler désespérément dans le rocher, Aaron s'érafle le pouce droit. Curieux, il enfonce alors son couteau dans son pouce sur environ 1 cm. Son bras droit étant déjà mort depuis un moment, il ne ressent naturellement aucune douleur, mais du gaz de décomposition en sort alors avec un sifflement. Cela fait grandement paniquer Aaron, qui tente à nouveau de retirer son bras en tirant désespérément, sans succès. L'idée qu'une partie de son corps est en train de pourrir en étant toujours attachée à lui est insupportable. C'est alors qu'il réalise un nouveau moyen de s'en sortir. Il est coincé d'une telle manière qu'il pourrait se servir du rocher pour se tordre le bras et se casser les os, avant de couper avec son couteau à travers le reste. Il s'attelle donc à sa tâche et parvient à se casser les os en s'agrippant au rocher et en s'appuyant contre les parois du canyon. Cependant, il doit maintenant trancher une bonne fois pour toutes à travers son bras.
Il parvient à trancher sa peau et ses muscles avant de tomber sur une artère, ce qui le fait se rendre compte qu'il a oublié d'appliquer le garrot qu'il avait préparé il y a déjà plusieurs jours. Il met donc ce dernier en place et reprend son dur labeur. Il continue de trancher à travers les artères et les muscles, puis arrive au tendon, qui est trop dur pour son couteau. Il enroule donc le tendon autour de son couteau jusqu'à l'arracher. Il continue de couper pendant près d'1 heure en endurant la douleur, jusqu'à arriver au pire, le nerf. Rien que le toucher lui donne l'impression que son bras entier est en train de brûler. Il serre alors les dents et soulève le nerf avec son couteau jusqu'à le trancher en deux. La douleur redouble inévitablement d'intensité, mais Aaron sait que le pire est derrière lui. Il termine cette tâche après plus d'1 heure de douleur et se détache enfin du rocher, s'appuyant contre une paroi du ravin dans lequel il était coincé depuis déjà presque 1 semaine. Aaron vit ce moment comme une renaissance, et le décrit encore aujourd'hui comme le plus beau jour de sa vie. Il se sent si heureux de ne pas avoir à mourir dans cet endroit précis, face à ce rocher qu'il a gardé prisonnier durant ces journées et nuits interminables. Cependant, son calvaire n'est pas encore tout à fait terminé. Il doit maintenant sortir du canyon dans son état, extrêmement affaibli et avec un bras en moins. Il se débrouille tant bien que mal, avançant dans ce chemin très escarpé en tenant ce qu'il reste de son bras droit contre lui. Enfin sorti du canyon, il doit désormais marcher 13 km sous un soleil écrasant avec un bras saignant énormément, tout en étant affamé et déshydraté, pour tenter de rejoindre sa voiture. Aaron a déjà perdu 25% de la totalité du sang de son corps et est sur le point d'entrer en état de choc circulatoire de niveau 4. Après avoir marché 10 km dans ces conditions épouvantables, il tombe par chance sur une famille de touristes néerlandais qui, en l'apercevant, appellent immédiatement les secours et lui offrent toutes leurs provisions. Et lorsqu'il voit l'hélicoptère arriver environ 4 heures après son auto-amputation, Aaron sait enfin avec certitude qu'il est tiré d'affaire pour de bon. Aaron a enregistré beaucoup de vidéos pendant son calvaire, surtout pour sa famille et ses amis, et évidemment, une très grande partie de ces enregistrements est restée privée. Cependant, certains fragments sont restés accessibles au grand public grâce au documentaire Desperate Days in Blue John Canyon, réalisé par la NBC en 2004, qui m'a d'ailleurs bien aidé pour l'écriture de cette vidéo. Au total, nous avons donc 40 secondes d'extraits vidéo du journal d'Aaron de disponible, ainsi que presque 3 minutes et 20 secondes d'extraits audio, Aaron ayant exprimé son souhait de ne pas divulguer les images de ces extraits au grand public, les jugeant trop bouleversantes et personnelles. Ah, et je signale en passant que j'ai retiré le son de certains passages des extraits vidéo, parce que le narrateur du documentaire parlait par-dessus. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. It's 3:05 on Sunday. This marks my 24-hour mark of being stuck. Been putting a lot of effort into staying warm. I have very, very little water. My body's having difficulty controlling its temperature. I'm in deep stuff. It's pretty much suicide. It's 4 hours from here to my vehicle. Climbing would probably be impossible with one hand. The blood loss and my dehydration, I think, are ruling that out. I think I would die if I cut my arm. I don't know what it is about me that's brought me to this, but I go out looking for adventure and risk so I can feel alive. I don't tell someone where I'm going. It's just dumb. I can't stop thinking about how good grapefruit juice, or margarita, or an OJ, or a popsicle. All these great things that I would love to have. An orange. Oh, a tangerine. I can't think about that stuff. God, I'm really screwed. I'm going to shrivel up
right here over the course of the next few days. God damn. It's really sinking in how dumb this is. So many things about it. So many things. It's gonna be a really long time before anybody gets to me. Jesus. I tried cutting my arm off. I couldn't even barely break the skin with this stupid knife. I tried a couple different blades, and all I did was just mark myself up. I could barely even get any blood to draw. I was almost wishing for it to come. In one sense that maybe I could get a little bit of water. If I had a way to end it, I probably would. It's miserable. It's cold. I can't keep the wind off of me. It just blows. It's not even a still breeze, but it's cold. I'm doing what I can, but this sucks. The worst ways to go, knowing it's going to happen. So I didn't want to sign off without saying I love you to Grandma and Grandpa. All my relatives back in Ohio. God bless you all. Mom and Dad, I really love you guys. I wanted to take this chance to say that the times that we've spent together have been awesome. I love you. I'll always be with you. Again, love to everyone. Bring love and peace and happiness and beautiful lives into the world. My honor. Thank you. Love you. Suite à ce périple, Aaron a continué de poursuivre sa passion de l'alpinisme et a appris de ses erreurs, prévenant désormais toujours au moins une personne avant de partir à l'aventure. En 1997, il s'était fixé le but d'être le premier individu à conquérir les 53 Fortiniers du Colorado, seul et en hiver, ces derniers étant les 53 pics du Colorado mesurant plus de 14 000 pieds, à peu près 4200 mètres. Il réalisa cet objectif en 2005, 2 ans après son accident en Utah. Aaron a écrit un livre sur son histoire paru en 2004, intitulé Between a Rock and a Hard Place, ou Plus fort qu'un rock en français. Aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, un film sur cette histoire a été réalisé par Danny Boyle en 2010, avec James Franco dans le rôle principal. Le film a été un énorme succès et a d'ailleurs reçu de très nombreux prix. Pour préparer le film, certaines personnes de l'équipe comme James Franco et Danny Boyle ont apparemment eu le droit de visionner le journal vidéo, mais la quasi-intégralité de ce dernier reste aujourd'hui exclusivement entre les mains d'Aaron, et ne risque pas de refaire surface de sitôt. Aaron s'est également marié en 2009 et a eu un petit garçon aux cheveux blonds. Comme quoi, la vision qu'il eut ce jour-là dans ce canyon était peut-être finalement bien prémonitoire.